L'histoire a commencé par un magnifique bal où tout le monde s'est amusé et a dansé. La musique semblait venir de partout. Après la fin de la chanson, l'homme a remercié Sa Majesté pour la danse, s'est incliné et est parti. Le duc Adler s'approcha derrière elle et lui demanda si elle aimait la danse. La jeune fille rougit un peu, il lui était difficile de répondre, mais l'homme la pressa et lui demanda d'une voix menaçante si cela lui plaisait. Elle a essayé d'expliquer qu'il s'agissait simplement d'une danse avec l'archiduc et a essayé de détourner la conversation. Alors elle a voulu s'éloigner, mais elle a été arrêtée et on lui a demandé de donner une autre danse. La jeune fille était choquée, mais le duc voulait obtenir d'elle une explication pourquoi. Après qu'elle lui ait avoué qu'elle avait eu un coup de foudre, il l'avait vue avec quelqu'un d'autre. La dame ne répondit rien et se retourna dans la danse. Il remarqua que la jeune fille ne comprenait pas vraiment de quoi il parlait, alors il décida d'appuyer plus fort, disant qu'il ne supportait pas l'odeur des autres venant de son corps. Immédiatement, il y eut une envie de les tuer. Entendre cela l'a choquée, mais elle a caché son visage pour qu'il ne le voie pas. La langue lui a été enlevée, mais il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas oublier, car dans ce roman, elle est devenue un succès et l'homme en face d'elle était un tueur en série. Le jour où elle a eu une liaison a été le pire, car elle ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Ce jour-là, son père lui annonça qu'elle épouserait un duc et que le mariage aurait lieu 6 mois plus tard. En entendant son nom, la jeune fille a eu très peur, car elle se souvenait de l'introduction du livre qu'elle voulait lire la veille du transfert. Il décrivait la princesse Charlotte comme la 8e victime lors de sa nuit de noces. Dans sa vie antérieure, la jeune fille a travaillé 5 jours de suite sans une seule interruption, ce qui a finalement entraîné sa mort. Et maintenant, elle est devenue la même héroïne qui doit elle aussi mourir. Elle n'arrêtait pas de se demander pourquoi exactement cela lui était arrivé, mais soudain, elle fut distraite par le duc. En s'approchant d'elle, il lui dit que c'était un plaisir de la rencontrer, surtout pour la première fois devant l'empereur. La jeune fille, bien sûr, n'était pas contente de cette connaissance et a utilisé des termes quelque peu hostiles à ce sujet. Mais l'empereur l'a rapidement fait taire en réprimandant la dame pour son manque d'amitié. Il lui a également strictement souligné qu'elle ne devrait même pas penser à épouser l'archiduc Kilian. En entendant ce nom, la dame ne pouvait pas comprendre de qui il s'agissait, mais elle ne pouvait pas le révéler, alors elle s'est rapidement excusée. Mais la jeune fille voulait dire quelque chose de plus pour tout expliquer, mais son père ne voulait même pas écouter et l'a prévenue qu'il la priverait du statut de princesse si elle osait désobéir à son ordre. Charlotte a de nouveau essayé d'élever la voix pour tout expliquer, mais son père a de nouveau ignoré ses paroles et a ordonné aux domestiques de sortir sa fille et son futur gendre de la salle de réception et de les emmener dans la pièce pour parler. Finalement, ils se retrouvèrent seuls dans une pièce où ils avaient déjà servi du thé avec des friandises. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, mais la conversation n'allait toujours pas bien. Cependant, la dame remarqua un changement dans le comportement du duc. Soudain, son attention fut attirée par le journal posé sur la table. La jeune fille lut le titre avec désinvolture. Il s'est avéré que pour la 3e année consécutive, Duke Adler a pris la première place dans le journal mensuel Dream Man. À en juger par les commentaires, le duc était extrêmement riche et non dépourvu d'intelligence. Tout le monde ne s'intéressait qu'à celle qui aurait la chance de devenir sa femme. La princesse connaissait également ses talents. Elle n'a donc pas été surprise par le battage médiatique. Finalement, le garçon a pris la parole et a dit qu'il était au courant du désir de la dame d'épouser quelqu'un d'autre, mais que leur mariage était arrangé, il ne servait donc à rien de se voir avant le mariage. Vous n'avez même pas besoin de réunion. La jeune fille se méfiait, car elle savait que 16 paroles à propos de la rencontre le jour du mariage signifiaient seulement qu'il la tuerait ce jour-là. Mais personne ne croirait qu'une personne aussi exceptionnelle serait un meurtrier. Dans sa vie passée, elle était une procureure anticorruption discrète qui s'est plongée tête baissée dans des affaires de meurtre, alors elle s'est promis que Charlotte ne mourrait pas cette fois. Il lui restait 6 mois avant le mariage. Elle voulait donc trouver elle-même toutes les preuves de la culpabilité du duc. C'était la seule issue pour elle, et elle rassemblera des preuves en étant à ses côtés, sous couvert de fréquentation. Pendant que le duc buvait calmement du thé, la jeune fille décida de commencer à jouer dès maintenant. Elle l'a appelé et, prenant une pose innocente, lui a annoncé qu'elle était tombée amoureuse de lui au premier regard
et lui a proposé de le rencontrer. Le garçon fut abasourdi par cette nouvelle. Essuyant le thé de son menton, il clarifia ce que la jeune fille voulait dire. La dame sourit et répéta les mots, s'appuyant sur le fait qu'elle voulait que le mariage ne soit pas basé sur le calcul, mais sur l'amour. Cependant, cela a quelque peu mis le garçon en colère, car il n'allait pas le croire. Charlotte demandait depuis le matin la permission d'épouser l'archiduc, et tout le monde savait qu'elle avait même protesté auprès de l'empereur. Cet homme étrange a été mentionné pour la 2e fois aujourd'hui. Il fut d'abord rappelé par l'empereur et maintenant par le duc. Il semblait connaître son amour non partagé et que Kalyan ne s'y intéressait pas. La princesse a deviné que cette astuce ne fonctionnait pas, alors elle a essayé de prétendre que la beauté du duc l'avait époustouflée, en disant qu'elle était tombée amoureuse rapidement, mais il n'était pas impressionné. En confirmation de ces paroles, la jeune fille montra le journal au duc et l'informa qu'il était le marié le plus jaloux de l'Empire, alors bien sûr, elle voulait le rencontrer. L'empereur entra dans la pièce. La princesse se précipita vers son père, le remerciant de l'avoir amené auprès du duc. La dame a dit qu'elle était prête à voir le marié au moins tous les jours. L'empereur fut agréablement surpris que sa fille tombe éperdument amoureuse. Après cela, il s'est tourné vers Adler et lui a demandé de prendre soin de sa fille. Le duc fut quelque peu surpris par ce qu'il entendit, et Sa Majesté le remarqua. Mais après clarification, il expira en signe d'accord. Le soir commença à tomber dans la rue et la princesse s'assit dans sa chambre devant le miroir, s'étudiant attentivement. La femme de chambre entra tranquillement dans la pièce. En se rapprochant un peu, elle bégaya à Milady. La princesse y prêta attention. Elle comprit qu'elle ne savait rien de son héroïne, car elle avait seulement lu l'introduction du roman qui disait que la princesse était assez capricieuse. Elle avait besoin de plus d'informations sur ce qui se passait actuellement. De retour vers la servante, la première chose qu'elle décida de faire fut de faire sa connaissance. Alors elle demanda son nom au domestique. La jeune fille était abasourdie. Rassemblant ses forces, elle dit qu'elle s'appelait Martha Hudson. La princesse a précisé depuis combien de temps elle travaillait ici et la servante a répondu qu'elle était dans ce palais depuis 4 ans, pensa la dame. Après un court silence, la princesse lui demanda son nom. La servante pensa qu'elle avait été grondée, qu'avant cela elle ne s'était pas adressée correctement à Milady, et s'inclina rapidement en l'appelant par son nom. Martha ne leva pas les yeux et attendait déjà la punition, mais la princesse se tourna à nouveau vers le miroir, pensant seulement à la raison pour laquelle elle avait un nom si long. La femme de chambre fut franchement surprise. Après un moment de silence, la princesse retourna vers la servante et lui avoua qu'elle ne se souvenait de rien jusqu'à aujourd'hui et qu'elle ne savait même pas qui elle était. Elle expira lourdement, espérant avoir l'air réel. La femme de chambre a immédiatement adhéré à cette idée et a pleuré, car cela n'avait rien d'étrange. Milady a organisé une manifestation et n'a rien mangé pendant 2 jours entiers, ce qui l'a affaibli. Personne n'a même rendu visite à la princesse. Charlotte fut véritablement surprise par la réaction de la servante, et il était encore plus surprenant que Martha soit restée si longtemps avec la princesse, car elle comprenait que de nombreux serviteurs étaient partis à cause de sa nature perverse. Sa Majesté a rassuré la jeune fille, car elle a compris qu'elle ne savait rien de sa maladie, mais a demandé à garder le secret. De plus, il était très important pour la princesse que la servante soit à proximité. La jeune fille rayonna de ce qu'elle entendit et promit qu'à partir d'aujourd'hui, elle prendrait encore plus soin de sa maîtresse. Après cela, pensa-t-elle, se rappelant que la princesse avait aussi des signes d'amnésie avant cela. Peu à peu, Charlotte réussit à obtenir de plus en plus d'informations sur la vraie princesse. Il s'est avéré qu'elle était la fille de la concubine préférée de l'empereur, décédée à sa naissance. L'empereur, qui aimait beaucoup cette femme, surmonta les objections de beaucoup et en fit officiellement une princesse. Et tout irait bien si elle était bien élevée, mais après tout, l'empereur n'y prêtait pas attention. L'impératrice et leurs enfants avec l'empereur la méprisaient. Mais que dire, même les courtisans l'ignoraient. Elle n'avait que le statut de princesse, mais elle n'avait aucun soutien. Au cours de la conversation, elle y a réfléchi et a demandé aux domestiques pourquoi elle avait décidé de faire une grève de la faim. Marthe expliqua que la princesse exprimait ainsi sa protestation auprès de l'empereur, car elle voulait épouser l'archiduc. Cependant, l'archiduc Kilian, dont Charlotte était si amoureuse, détestait sincèrement la fille pour son caractère garce. Elle fut surprise que, malgré cela,
La princesse décide de risquer sa vie pour cela. Il était clair que le pouvoir d'un tel amour était irrésistible. Mais la question se posait maintenant de savoir pourquoi le duc Adler devait épouser une princesse aussi capricieuse. Elle pensait qu'on lui avait donné un point faible. Finalement, Charlotte se calma et demanda à la femme de ménage d'apporter les journaux de la semaine précédente. Martha obéit immédiatement. Heureusement, les médias étaient bien développés dans ce monde. La jeune fille commença à étudier attentivement chaque journal, sans laisser aucun indice sortir de ses yeux. De plus, elle savait que les meurtres en série constituaient un tel cas dont les progrès de l'enquête seraient décrits au moins quotidiennement. En quelques minutes, elle a trouvé ce qu'elle cherchait, à savoir des informations sur les morts. Pour le moment, il y a déjà 4 victimes. Lady savait qu'elle avait besoin de plus d'informations avant d'avoir 8 ans. Pendant que la servante apportait encore ses journaux, la princesse se leva brusquement et dit qu'elle avait besoin d'une assistante. Le même jour, la dame s'est rendue à la prison. Martha se demandait pourquoi Milady le cherchait parmi les criminels. La jeune fille a répondu qu'elle-même, en tant que voleuse, aurait dû chercher le même assistant. La servante fut choquée par une telle réponse. Finalement, ils rencontrèrent le directeur de la prison, qui était le cousin de la servante. Le jeune homme les a conduits jusqu'à l'une des cellules et a ordonné à l'un des prisonniers de sortir. L'homme obéit et partit. Le gardien prévint la princesse que ce criminel avait été arrêté pour avoir attaqué un aristocrate. Cependant, Charlotte n'avait pas peur. Elle a demandé qu'on leur attribue une chambre pour une courte période, car elle voulait parler seule au criminel. Assis sur la chaise, l'homme a assuré qu'il n'avait peur d'aucune torture. Avant que la dame ne veuille rester seule avec le criminel, la servante a précisé si la princesse le voulait vraiment, car l'homme était vraiment dangereux et avait attaqué quelqu'un de rang supérieur à lui. Mais malgré toutes les persuasions de la servante, la princesse a fermement décidé qu'elle voulait rester seule avec l'agresseur, car elle avait quelque chose à dire avec lui. Ils ont été emmenés dans une pièce séparée et la dame a parlé en premier. La jeune fille ne voulait pas perdre de temps supplémentaire. Alors elle a immédiatement annoncé qu'elle voulait acheter la fidélité de M. Watson. L'homme était abasourdi par cela. Il ne pouvait pas comprendre ce que voulait dire la princesse. Milady a expliqué qu'elle était prête à verser une caution pour lui et à devenir sa garante. L'homme se méfiait, car il ne comprenait pas pourquoi la princesse avait besoin de lui, et annonça immédiatement qu'il n'allait pas devenir son jouet. Charlotte se leva et, s'approchant lentement du criminel, lui annonça qu'elle ferait tout cela pour une raison. Au lieu de cela, elle souhaitait son aide dans une enquête qu'elle souhaitait mener personnellement. L'homme lui a demandé pourquoi elle l'avait choisi pour ce rôle. La princesse révéla qu'elle connaissait son emploi passé, puisqu'il était enquêteur impérial. Elle lui a promis un gros salaire en échange. Elle a également promis de faire de lui un serviteur dans son palais afin qu'il ait un toit au-dessus de sa tête. Cependant, l'atout le plus important était que la dame promettait de payer pour le traitement de sa mère. Watson était d'accord. Le prochain endroit que la princesse voulait visiter était la bibliothèque. Dans la salle de réception, le bibliothécaire se leva lorsqu'il aperçut Sa Majesté debout sur le seuil de la porte. La dame l'a accueilli en disant qu'elle lui rendrait visite plus souvent. Le jeune homme se mit à bégayer en lui répondant. La princesse n'a pas eu le temps de bavarder, mais a immédiatement remis à l'employé une note dans laquelle elle a écrit tous les livres dont elle aurait besoin. En peu de temps, il a tout rassemblé. Il y avait une pile de livres parmi lesquels il y avait tout sur l'histoire de l'Empire, tout sur les familles anciennes, ainsi que sur la législation. Dans le passé, la dame travaillait très dur, alors même maintenant, elle étudiait tout avec diligence. Parmi les livres, elle a passé plus d'une nuit de suite, mais déjà au bout de 2 jours, elle s'est rendue compte que son corps était très douloureux et que tout lui faisait mal. Sa carapace actuelle était plus faible que la précédente. Les domestiques annonçaient l'arrivée de Watson. L'homme s'est approché en disant qu'une conversation aussi formelle ne servait à rien, car il n'était que son serviteur. La princesse décida de se mettre au travail et lui tendit un morceau de papier qu'elle ordonna ensuite de brûler. Il lut attentivement et se tourna immédiatement vers la dame, réalisant qu'elle souhaitait recueillir des informations sur les récents meurtres. Elle en avait besoin parce qu'elle le savait. Que les meurtres en série étaient différents des meurtres ordinaires. Contrairement aux jetables, les séries différaient en ce sens qu'elles avaient des caractéristiques uniques
qui pouvait révéler l'identité du tueur. Une femme de chambre courut dans la pièce et rapporta que l'empereur préparait le petit déjeuner. Elle a été informée qu'elle devait également y être présente. En entendant cela, Martha fut choquée. La princesse n'a pas vraiment compris de quel genre de petit déjeuner on parlait, mais on lui a vite tout raconté. L'empereur prenait des petits déjeuners laïques pour une raison. Y assistaient des ministres et d'autres personnalités publiques. Le véritable objectif était de déterminer lequel des enfants était capable de devenir le prochain héritier. Il n'était pas du tout surprenant que Charlotte assiste très familièrement à de tels petits déjeuners, car elle était considérée comme la plus inadaptée à un tel rôle. La jeune fille en fut extrêmement choquée, car cela ne faisait pas partie de ses projets. Cependant, la femme de chambre a rapidement insisté sur sa présence, car si elle faisait ses preuves, son palais pourrait alors augmenter ses honoraires, ce qui était nécessaire, car il ne restait presque plus d'argent après l'embauche de Watson. Quand elle est arrivée, tout le monde était déjà réuni à table. L'empereur a réprimandé sa fille pour son retard. La dame s'est excusée et s'est assise à sa place, affirmant qu'elle n'avait pas été immédiatement informée du rendez-vous. L'empereur réprimanda à nouveau ses serviteurs en leur disant qu'ils devaient être plus rapides. Son frère et sa sœur ont immédiatement commencé à se moquer d'elle à cause de cela. Dans le roman, ce sont ces deux-là qui détestaient le plus Charlotte. Mais maintenant, elle n'était plus la même princesse. Alors elle prétendit qu'il l'avait complimentée pour les insultes qui lui étaient lancées. Le frère et la sœur n'aimaient pas ce comportement de l'aîné et les agaçaient même. Cependant, tous deux n'ont pas cessé d'essayer de harceler leur sœur. Après que l'empereur ait annoncé que le duc Adler était également présent à la réception, Camilla a ri en disant que la grève de la faim de sa sœur n'était pas vaine. Le frère a également essayé de se moquer de la sœur à ce sujet et a même impliqué le reste des invités. Il y eut un léger tumulte à table, mais la princesse n'y prêta aucune attention et sourit même. La sœur, regardant Charlotte, espérait que même si cela l'affecterait, elle ne montrait encore aucune trace d'offense, ce qui irritait encore plus Camille. Au lieu de cela, la princesse regarda le duc. Il lui lança un regard quelque peu désagréable en retour. La princesse était aussi un peu en colère à cause de cela, ne comprenant pas pourquoi ce meurtrier était si en colère contre elle. En un instant, la jeune fille décida de se moquer de lui et lui fit un clin d'œil. Après un certain temps, des conversations politiques ont commencé autour de la table. Il s'agissait de céréales, dont les récoltes ont été bien meilleures cette année. Lorsque tout le monde a parlé de S&ID, certains invités ont demandé ce qu'en pensait Charlotte. Le frère et la sœur recommencèrent à se moquer d'elle, n'espérant pas que la sœur en dise quelque chose de positif. La princesse expira avec colère. Elle n'est venue à cette réception que sur ordre, mais tout a commencé à devenir ennuyeux. La jeune fille a indiqué qu'aucune des idées ne lui convenait. Cela provoqua une dissonance parmi tout le monde à table, et la dame expliqua que si du grain était réquisitionné pour l'armée, cela pourrait provoquer l'indignation du peuple. Le frère sauta immédiatement de son siège et bouillonnait de colère, mais s'assit sans rien dire. La princesse n'aimait pas son projet, car il considérait la situation uniquement d'un point de vue économique. Après cela, elle se tourna vers Camilla. La princesse aimait déjà davantage sa proposition, car le commerce avec les pays voisins était logique. Mais il y avait une nuance. La situation politique actuelle. L'Empire a agrandi ses terres en raison de guerres constantes, et les terres vassales tentent constamment de retrouver leur souveraineté. Même récemment, il y a eu un soulèvement et, dans un tel cas, exporter des céréales serait un suicide. Sœur pensait déjà que son plan était parfait et que Charlotte n'avait donc rien à dire, mais elle avait tort. La dame a signalé que les pays voisins peuvent utiliser les céréales à des fins non pacifiques. Elle prit une cerise dans le bol et la regarda pensivement. Après un moment, la dame continua et dit que leurs semences pourraient renforcer l'armée ennemie, ce qui constituerait un danger pour l'Empire. Ce serait donc une erreur. Elle s'est levée un peu et a dit qu'elle avait une meilleure idée, qui était d'abandonner la culture des céréales et d'accorder des subventions aux agriculteurs pour qu'ils cultivent des légumes et des fruits. La demande diminuerait alors d'elle-même. Après ce qui a été dit, la princesse a souri, heureuse d'avoir choisi l'économie comme deuxième spécialisation dans sa vie passée.
Camilla se leva brusquement, expliquant comment faire pousser des légumes là où poussait le mil. Mais Charlotte avait également une réponse à cette question. Elle disait que les plus grands champs pouvaient être plantés d'orge. L'orge produisait un excellent malt qui pouvait donc être exporté. L'empereur apprécia cette réponse. L'homme ne s'attendait pas à ce que sa fille soit aussi avancée dans ce domaine et annonça que la princesse serait désormais présente chaque semaine à de telles réceptions. S.E. frères et sœurs n'aimaient pas ça. Lorsque la réception s'est finalement terminée, tout le monde a quitté son siège et a commencé à marcher vers la sortie. Camilla, passant à côté de sa sœur, l'a délibérément poussée et jetée. Elle a eu de la chance aujourd'hui. La dame a ri. Néanmoins, elle a décidé de ne pas prêter attention aux fausses couches de ses proches, car elle avait d'autres projets aujourd'hui. Elle s'approcha du duc et lui rappela qu'aujourd'hui, ils avaient un rendez-vous promis. Assise en face de lui, elle remarqua que cette fois son regard était complètement différent. Finalement, la jeune fille a décidé de rompre le silence et a clarifié son nom complet, qui s'est également avéré assez grand. Elle a demandé si elle pouvait l'appeler Wren, abréviation d'Irénius, mais le garçon a refusé et a également refusé sa suggestion de l'appeler simplement Charlotte. La dame était indignée, mais ne le montrait pas. Après cela, la jeune fille lui a immédiatement demandé si elle pouvait lui poser quelques questions, car elle voulait en savoir plus sur lui, sans oublier de lui rappeler qu'elle était tombée amoureuse de lui au premier regard. Le gars y a prêté attention et la dame a ouvertement complimenté son look. Ce à quoi il n'a pas répondu. En un instant, il dit qu'il était prêt à répondre à ses questions et à ne rien cacher. La dame a applaudi avec satisfaction et a rapidement sorti un cahier avec le désir de dénoncer le meurtrier. La première question était de connaître son premier amour, mais une telle question surprit le duc. Il se tut. Ainsi, son interrogatoire s'est poursuivi pendant un certain temps, au cours duquel elle a appris beaucoup de choses sur lui, notamment sur sa famille, ainsi que sur la mort de son père pour des raisons inconnues l'année dernière, ses passe-temps et d'autres choses. Cependant, le duc ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin de connaître son premier amour. La jeune fille répondit secrètement qu'elle voulait en savoir plus sur son mari. À ces mots, il serra les mains avec colère. Elle a posé de telles questions pour une raison. Elle voulait d'abord connaître le mobile du meurtre et comprendre pourquoi il avait tué sa femme lors de leur première nuit de noces. Peut-être qu'il avait déjà une amante. Et maintenant, l'empereur voulait le forcer à épouser une femme mal aimée. Elle voulait tester cette théorie. Le duc se tourna soudain vers elle en lui disant qu'elle avait dû traverser des moments difficiles dans le passé, mais la dame laissa tout tomber. Pour le moment, la seule personne qui lui préoccupait était le duc. Et c'était la pure vérité. Mais pas dans le but de le faire tomber amoureux de vous, mais dans le but de recueillir des informations sur lui. La dame lui a demandé d'être plus ouvert. Cependant, le duc n'a rien caché, car avant cela, il n'avait pas d'amant. La princesse a été sincèrement surprise d'être la première à le faire, mais Adler a confirmé sans y voir aucun problème. La jeune fille n'arrivait toujours pas à croire que le marié le plus jaloux de l'Empire n'avait aucune expérience en matière de relations. Néanmoins, sa voix ne dit rien. Le duc, à son tour, souhaitait également poser une question. Il a dit qu'il avait entendu parler à plusieurs reprises de sa persévérance. Il se demandait si cela s'appliquait également à lui. La dame comprit qu'il parlait de l'obsession de l'archiduc pour le passé de Charlotte et avait probablement peur. Elle pensait que le duc essayait de clarifier cela afin qu'il ne soit pas poursuivi et pris sur le fait. Adler a continué et a demandé pourquoi la princesse se comportait ainsi et ce qu'il avait de si spécial chez lui. Il était un peu abasourdi par cette question, ne sachant que répondre. La dame pensait que le duc voulait clarifier ses qualités en elle. Cependant, elle ne savait pas quoi dire, alors elle a continué à tomber amoureuse. Cependant, il ne s'attendait pas à cette réponse, alors il a précisé quand exactement la princesse est tombée amoureuse de lui. La jeune fille commença à lever les yeux pour ne pas croiser son regard. Il lui fallait de toute urgence trouver quelque chose. La seule chose que j'ai réussi à trouver, c'est de lui faire un tas de compliments sur son apparence. Elle le fit avec un regard volontairement admiratif, mais le duc ne fut pas du tout impressionné. De retour à la maison, la jeune fille est tombée épuisée sur le lit. La servante s'en aperçut et commença à s'inquiéter pour sa maîtresse. Cependant, les choses n'ont pas attendu et Watson attendait déjà le retour de la princesse dans le salon. Elle savait qu'elle devait y aller.
mais elle n'en avait pas la force, alors elle a demandé à la femme de chambre d'amener son mari dans sa chambre. Martha en fut surprise, mais la princesse s'en fichait, car de toute façon, sa réputation ne brillait pas. En un instant, Watson était déjà dans sa chambre et la princesse s'excusa pour une demande aussi délicate. Il l'ignora et lui remit immédiatement les documents qu'elle avait demandés le matin. La dame a immédiatement accepté le colis. L'enquêteur a réussi à obtenir des copies du protocole d'enquête, grâce auquel la dame a appris que les 4 victimes avaient un point commun, soit qu'elles avaient été étranglées. La même chose l'attendait, mais ce n'était pas tout. Ensuite, l'enquêteur a indiqué qu'il existait des informations approximatives sur l'apparence du criminel. Il pensait donc que le tueur mesurait environ 180 cm, était athlétique et bien entraîné. Mais il fallait aussi un motif. Herzog correspondait à la description de l'apparence du tueur, mais il n'était pas le seul à avoir une telle carrure, donc les données externes et les calculs approximatifs n'ont pas fourni de preuves de sa culpabilité. Watson a également déclaré que c'était tout ce dont il disposait pour le moment, car les meurtres avaient déjà eu lieu il y a longtemps et les corps avaient déjà été enterrés. La princesse haussa les épaules et l'enquêteur lui demanda pourquoi cela l'intéressait. Cependant, elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Mais l'enquêteur n'a pas insisté et a seulement demandé s'il y aurait d'autres courses pour lui. Sans réfléchir longtemps, la dame lui demanda de rassembler toutes les informations sur le duc. Cependant, il ne comprenait pas pourquoi, puisqu'Adler était le fiancé de la princesse, elle devait donc le connaître mieux. Mais il devinait qu'elle s'intéressait à S. relation avec d'autres femmes. La dame a confirmé. Elle lui a seulement demandé de mener une enquête secrète. John obéit et s'inclina. Quand il est parti, la jeune fille l'a regardé par la fenêtre. La dame voulait volontairement montrer sa nature possessive. Pendant ce temps, la princesse envoya de nouveau au duc une lettre qui venait d'arriver au destinataire. Le majordome vient de l'apporter, et ce n'est pas la première lettre. La princesse les envoyait chaque jour avec une demande de rencontre. Cette fois, le duc répondit à la lettre et Martha courut rapidement la remettre à sa dame. La princesse en fut même quelque peu surprise, car Adler avait ignoré ses lettres. Mais cette fois, il répondit. Le gars a écrit qu'il l'attendrait à l'opéra. La princesse en était satisfaite, car il n'était pas nécessaire de demander à l'empereur d'organiser une rencontre pour eux. La femme de chambre était heureuse et a amené la dame à se préparer. À l'heure convenue, la princesse arriva à l'opéra. Le duc sortit à sa rencontre. Charlotte le complimenta à nouveau sur son apparence, mais le garçon évita de répondre et se rendit silencieusement chez lui. Il a acheté une place sur le balcon, d'où il avait une meilleure vue sur le spectacle. Adler a déclaré qu'il était difficile d'obtenir des billets pour ces spectacles, car il était très populaire dans l'Empire. La dame était intéressée, mais elle faisait seulement semblant d'être intéressée. En fait, elle n'aimait pas beaucoup cette situation, car il faisait assez sombre sur le balcon, donc elle n'a même pas vu l'expression sur le visage du duc. Elle a été obligée de regarder l'opéra. La jeune fille essaya d'entamer une conversation, expliquant qu'elle préférait parler avec lui plutôt que de regarder l'opéra, mais le duc l'ignora encore une fois, faisant tout son possible pour ne pas le déranger. Au lieu de cela, il a dit qu'il ne pouvait pas la voir tous les jours, parce qu'il avait un emploi du temps chargé, mais qu'il pourrait passer du temps avec elle une fois par semaine. La princesse a jeté un coup d'œil à ça à un chiot. Ayant abandonné, il pensa qu'il pourrait peut-être le faire même 2 fois par semaine. La jeune fille a fait semblant d'en être très heureuse. Charlotte pensait que ce serait suffisant et que la prochaine fois, elle l'emmènerait dans un endroit calme. Un certain temps a passé et la princesse n'a même pas remarqué comment elle s'était endormie, mais s'est réveillée après avoir été appelée. Lorsqu'elle se réveilla, elle réalisa qu'elle s'était endormie sur son épaule et le duc l'informa que la représentation était déjà terminée. La jeune fille a presque sauté de son siège et s'est excusée auprès du duc pour son comportement, expliquant qu'elle n'avait pas bien dormi ces derniers jours et qu'elle-même ne pouvait pas croire qu'elle s'était endormie si négligemment sur l'épaule du tueur. Adler a demandé s'il était la cause de son mauvais sommeil, car la dame lui écrivait souvent qu'elle rêvait constamment de son visage. La jeune fille n'a pas tout de suite compris de quoi il s'agissait, mais elle a immédiatement été d'accord avec lui. Herzog a déclaré qu'il lui donnerait un préavis des réunions commençant aujourd'hui. Alors je lui ai demandé de dormir un peu avant ça. Sur CE,
Il se leva et se dirigea vers la sortie, annonçant la fin de la réunion. Plusieurs jours se sont écoulés. La princesse a reçu une lettre d'invitation au bal des débutantes et elle a demandé à Martha de la lire. La servante obéit et rappela également que l'archiduc serait également là. Cependant, la princesse annonça qu'elle ne s'intéressait plus à Kilian. La servante crut alors que la princesse refusait d'assister au bal organisé par Earl Moston. La dame reprit ses esprits. En entendant parler du comte, la princesse interrogea la servante à ce sujet, et elle répondit que l'homme organisait un bal en l'honneur de sa fille Mary. Charlotte prit la lettre pour la relire, remarquant quelque chose d'intéressant. Le cycle des meurtres en série suivait généralement une certaine tendance, mais dans ce cas, si les meurtres se produisaient sans schéma temporel, il n'y avait eu aucun meurtre depuis 8 semaines, et elle se demandait pourquoi. La princesse réfléchit encore. La première victime était la gouvernante d'Earl Moston. Considérant qu'avant cela, il n'y avait aucune régularité dans la séquence, il semblait que cela se faisait selon les besoins. Charlotte s'est rendu compte que le lieu de résidence de la victime aiderait à trouver la clé des motivations du tueur. La dame se leva brusquement en annonçant qu'elle avait changé d'avis et acceptait de se joindre au bal des débutantes, dit Marthe. Qu'au bal, Milady rencontrerait Kilian pour la première fois depuis les fiançailles, mais la princesse répéta qu'elle ne s'intéressait pas à lui. Soudain, la femme de chambre s'est énervée en disant que la dame n'avait rien apporté. La jeune fille ouvrit rapidement sa garde-robe et montra à la femme de chambre qu'elle avait plus qu'assez de choses, mais la femme de chambre dit que ces choses n'étaient pas adaptées à une telle action et maintenant elle comprenait pourquoi. Après avoir regardé toutes les tenues, elle a crié. Et le reste des serviteurs, entendant cela, n'ont pas été surpris que la princesse, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, ait recommencé à faire du bruit et ait même sympathisé avec Martha. Toutes les robes qui lui restaient étaient trop provocantes. La servante expliqua que la princesse n'en portait toujours que pour attirer l'attention de l'archiduc. Mais maintenant, Charlotte en était choquée. La princesse trouva une robe blanche et pensa qu'elle lui irait. Mais la servante lui dit qu'elle l'avait déjà portée récemment, au mariage de la baronne Irina, et qu'elle y avait même mis un voile. Milady a demandé à Martha pourquoi elle ne l'avait pas arrêtée, mais la servante a répondu. Cela ne voulait pas répéter le sort d'une des servantes qui avait tenté de le faire. La dame a supposé qu'elle avait été licenciée. La princesse a dit qu'elle devait acheter une nouvelle robe rapidement, mais la servante a dit qu'il n'y avait plus d'argent. La dame ne savait pas quoi faire, et la femme de chambre reçut une robe qu'elle devrait porter. Comme convenu, le duc lui donna le plus de temps possible. Il se promenait dans le parc, et la princesse a dit que vous ne devriez pas vous encombrer, et que vous n'avez pas besoin de l'accompagner au premier bal. Le duc fit une pause et demanda une explication sur sa lettre. La dame ne comprit pas tout de suite de quelle lettre il parlait, et Adler la sortit pour la montrer. Charlotte a lu et expliqué qu'elle décrivait ses sentiments. Ce à quoi le garçon précisa une fois de plus si la princesse l'aimait vraiment autant. La dame répondit par l'affirmative, bien qu'un peu brisée. En un instant, elle sourit et dit que tout le monde connaissait déjà son amour pour lui. Si cela était vrai, alors il ne comprenait pas pourquoi la princesse ne voulait pas aller au bal avec lui. La jeune fille était un peu contrariée car elle pensait que cela ne ferait que rendre le duc heureux. La dame pensait qu'il soupçonnait quelque chose. La fille a assuré qu'elle ne voulait tout simplement pas le forcer à faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Mais ce n'était pas comme ça pour lui. De plus, s'il ne l'accompagne pas, il provoquera une évaluation négative. La dame a admis que dans un tel cas, elle n'en serait que ravie. Cependant, il y avait un autre problème et elle a demandé si le duc accepterait qu'elle expose un peu sa poitrine à l'aide de la robe. En entendant cela, le pauvre homme toussa, l'imaginant immédiatement dans sa tête. Il ne voulait même pas penser que la dame le montrerait à toute la nation, mais elle avait actuellement des difficultés avec l'argent. Par conséquent, la princesse elle-même ne voudrait pas vraiment marcher dans ces terribles robes, mais elle n'avait pas d'autre choix. Le duc ne répondit rien, mais se retourna et s'éloigna sans dire un mot. La jeune fille était bouleversée, car elle pensait que le duc avait recommencé à la considérer comme non civilisée, ce qui le mettait en colère. La dame n'a rien dit d'autre non plus. Sur ils sont partis préparer le bal. Cependant, avant le bal, elle a quand même décidé d'obtenir de l'argent pour acheter une robe décente. Ce jour-là, la dame arriva de nouveau pour le petit déjeuner avec l'empereur.
Les invités étaient déjà réunis à table et Charlotte s'assit. Elle comprit que même si elle était une princesse, l'argent alloué à son palais était extrêmement petit, donc avec une détermination totale, elle était prête à gagner encore plus la confiance de l'empereur aujourd'hui. Adler s'assit en face d'elle et fut même le premier à lui dire bonjour. Mais aussitôt son attention fut attirée par la voix de sa sœur, qui criait beaucoup, car un plat avec des noix auxquelles elle était allergique était posé sur le tableau. Personne d'autre n'a prêté attention à ce problème, car l'un des ministres a annoncé le début de la discussion. Aujourd'hui, il devait discuter de l'effet de la disparition des pierres magiques et des sorciers sur l'Empire. En entendant cela, la princesse commença à s'inquiéter beaucoup, car personne ne l'avait prévenue qu'il y avait de la magie dans ce monde. Elle essayait de se calmer et d'écouter les autres d'abord, puis elle trouverait quelque chose. Cependant, la jeune fille n'a pas eu cette opportunité et le ministre, après l'avoir félicitée pour la dernière fois, lui a immédiatement demandé son avis. La dame a été choquée, et tous les regards se sont immédiatement tournés vers elle. L'empereur lui donna sa parole. Elle avait un besoin urgent de trouver quelque chose, mais les mots ne sortirent pas quand soudain on entendit quelqu'un tomber, et tout le monde tourna immédiatement son attention vers la servante, qui se tordait de douleur, incapable même de crier. Tous les invités s'occupèrent des serviteurs avec crainte, mais personne n'osait s'approcher. Charlotte n'était pas confuse et se précipita vers la femme de chambre et commença à l'examiner. Après avoir fini, elle a dit de ne pas toucher à la nourriture. Tout le monde a paniqué et s'est perdu. La princesse a immédiatement estimé qu'il pouvait s'agir d'un meurtre, mais ce n'était pas comme les précédents. Le duc la regarda avec un peu de tristesse. Elle le remarqua, mais se rendit compte que le duc était au-delà de tout soupçon, car ce n'était pas son écriture. En se levant, la jeune fille a signalé qu'il s'agissait de cyanure et que quelqu'un avait tenté d'empoisonner les participants au petit déjeuner social. Toutes les personnes présentes se sont rassemblées dans le couloir. Un agent de sécurité s'est approché de Charlotte et l'a informé qu'un plus grand drame avait été évité grâce à elle. Il a également signalé que du cyanure avait été trouvé lors de l'examen du sucre en poudre. La princesse poussa un soupir de soulagement, mais en un instant, elle tourna son attention vers le serviteur qui servait la nourriture et fut empoisonné. La jeune fille a immédiatement supposé que le principal suspect était l'assistant du chef. Cependant, le gardien a immédiatement signalé que l'assistant n'avait pas reconnu sa culpabilité et n'avait cessé de répéter qu'il ne savait rien. La princesse y réfléchit, car elle pensait que cela signifiait la faute du chef lui-même. À cela, le gardien dit que le chef de cuisine n'était pas là aujourd'hui, mais la princesse y prêta attention, car c'était le chef qui faisait le menu chaque semaine et lui seul était responsable du sel et du sucre. Elle savait également que le sel et le sucre étaient très précieux dans l'Empire et que l'assistant commun n'était pas autorisé à y toucher. Charlotte a proposé d'arrêter le chef avant qu'il ne s'échappe. Le gardien a immédiatement obéi à l'ordre. Le chef a été arrêté à la frontière, où il a naturellement tenté de quitter le pays. Il s'est avéré être un espion de Cortina et avait emménagé au palais il y a longtemps. Cortina est devenu vassal de l'Empire lors de sa conquête il y a 7 ans. À partir de ce moment, des rébellions contre l'Empire y éclatèrent de temps en temps, et maintenant leur espion tenta d'empoisonner la famille impériale. Par cette action, il provoque 3 jours d'effusion de sang dans le palais. Tous ceux qui n'ont remarqué aucun espion ont été exécutés. Et comme Charlotte elle-même s'y attendait, elle a réussi à s'élever aux yeux de son père. L'empereur apprécia sa contribution à cette cause et doubla le paiement de son palais. Même si au départ elle avait tout planifié différemment, elle a finalement obtenu ce qu'elle voulait. Elle a attrapé un voleur et a gagné sa confiance. Assise dans la bibliothèque, la dame ne cessait de penser au plan achevé. La jeune fille n'a même pas remarqué à quel point il faisait noir dans la cour, alors elle est rentrée chez elle. C'était effrayant d'y aller si tard seule, mais je ne pensais pas que quelque chose arriverait. Elle réalisa soudain que le chef n'était peut-être pas le seul espion à vouloir mettre fin à la famille impériale. La jeune fille se retourna et accéléra sa course, mais trébucha sur une petite pierre. Elle a doucement commencé à appeler à l'aide et John est sorti des buissons et a entendu sa voix. L'homme pensait que quelqu'un la poursuivait. La princesse recommença à regarder autour d'elle et l'enquêteur lui donna un coup de main. Entendant un bruissement, elle s'appuya immédiatement contre Watson, essayant de se cacher,
Mais un petit chat sortit des buissons et la jeune fille se calma un peu. L'enquêteur emmena Milady au palais. L'enquêteur n'a pas évité l'occasion de se moquer un peu de la princesse, car elle avait peur d'un chat ordinaire. La jeune fille s'est indignée et a répondu qu'elle venait de faire un rêve, mais cela n'a pas fait taire son mari. Finalement, la princesse a décidé de se saisir de l'affaire pour que l'enquêteur raconte tout ce qu'il avait appris. Ils s'assirent à table et John rapporta immédiatement que tout était clair dans la vie du duc, qu'il n'y avait même pas de ragot. Pourtant, la vie de son père n'était pas si simple. Des affaires familiales difficiles. Il y a 5 ans, la propre mère d'Irénius est décédée des suites d'une maladie et la duchesse von Adler est désormais sa belle-mère. Il n'y avait rien de spécial dans la relation entre eux, mais le garçon n'aimait pas sa sœur cadette Lady Blair, la seule parente par le sang. La princesse se demandait toujours pourquoi le duc n'avait pas rejoint l'armée impériale. L'enquêteur a répondu que cette information n'était connue que du duc lui-même, mais tout le monde était d'accord pour dire que c'était très étrange, car à Asgard, sans service dans l'armée impériale, il est impossible de réussir. La princesse y réfléchit car elle savait que l'empereur souhaitait encore plus de guerres d'agression à l'avenir et traitait donc très bien ses soldats. C'était donc encore plus suspect. Pendant qu'elle y réfléchissait, Watson a déclaré que la première victime était le tuteur du duc Adler. La princesse était alerte et demanda immédiatement de lui fournir tous les détails. L'enquêteur rit encore. Il y a 1 heure, la jeune fille avait peur d'un chat. Ce à quoi la princesse a répondu qu'elle avait peur de quelque chose dans le noir. L'enquêteur a déclaré qu'en tant que princesse, elle aurait dû être accompagnée, mais la dame a déclaré qu'elle avait dispersé tout le monde. La jeune fille a admis qu'elle l'avait fait parce qu'aucun d'entre eux ne ressemblait à Killian. En entendant cela, John éclata de nouveau de rire. La dame fit une grimace indignée et dit qu'elle pourrait en embaucher de nouveau. L'enquêteur a proposé sa candidature au rôle de garde du corps, et la princesse a pensé que c'était une bonne offre. La jeune fille a immédiatement décidé de l'utiliser et l'a emportée avec elle au magasin pour choisir une robe. Martha a été assez surprise que la princesse ait embauché un enquêteur pour l'aider à la sélection, ce à quoi Charlotte l'a immédiatement informé qu'il n'avait reçu aucun paiement pour cela. La femme de ménage en fut immédiatement ravie. Un vendeur s'est approché d'eux et a informé la princesse que la plupart des robes de leur nouvelle collection avaient été épuisées en l'honneur du premier bal. La princesse et la servante étaient heureuses d'avoir eu le temps de faire au moins quelque chose. La princesse a commencé à essayer, et John et Martha ont dû l'aider dans son choix. Cependant, aucune des robes qu'elle trouva ne lui convenait, et la princesse commençait déjà à abandonner. Mais finalement, la jeune fille remarqua une chose, et après l'avoir essayée, elle provoqua une exclamation enthousiaste de la part de la femme de chambre. La servante remarqua que cette robe bleue lui allait très bien et constituait un choix presque parfait. La princesse a immédiatement demandé son avis à l'enquêteur, et il a rougi en regardant la princesse. Le garçon était à court de mots pour complimenter la dame, alors il s'est avéré avec parcimonie. La princesse rit un peu. Watson s'est approché d'elle et lui a dit que la princesse devrait aussi mieux manger. La blessure d'hier n'a toujours pas commencé à cicatriser. La jeune fille accepta, mais lui assura de ne pas s'inquiéter. La fille a dit qu'elle était plus forte qu'il ne le pensait. De retour vers le vendeur, la princesse lui dit qu'elle aimerait acheter la robe dans laquelle elle était habillée. L'homme a dit qu'il l'enverrait au palais. Lorsqu'ils quittèrent le salon, en se dirigeant vers la voiture, la princesse entendit quelqu'un parler. En regardant de plus près, elle remarqua plusieurs dames assises à la table et discutant de son premier bal. Une des filles a remarqué la princesse et après elle, les autres ont immédiatement commencé à se lever pour quitter les lieux. Mais madame ne les a pas laissés faire, car comment pourrait-elle partir sans même goûter une tasse de thé avec elle? Charlotte choisit d'ignorer le fait qu'ils avaient discuté d'elle plus tôt. La jeune fille voulait profiter de ce moment pour découvrir quelque chose de nouveau sur la dame. Alors, elle s'est assise à table et a entamé une conversation innocente. Pendant que les dames riaient joyeusement, la princesse regardait chacune d'elles. Elle les connaissait avec certitude, car elles étaient les filles des familles qui soutenaient Camilla et la poursuivaient toujours comme si elles étaient ses servantes. La princesse savait qu'il n'acceptait de prendre le thé avec elle que parce qu'elle était une princesse, mais elle comprenait qu'il ne manquerait pas un instant pour lui parler. Les filles ont parlé en faveur de l'investissement. Au moment où la princesse voulait demander de quel placement parlaient les dames,
L'une d'elles se leva précipitamment, comptant sur le fait qu'elle devait se dépêcher. Les autres la suivirent, laissant Charlotte seule. Milady était quelque peu déçue de n'avoir rien pu découvrir. La dernière des filles s'est également levée et a voulu dire au revoir à la princesse en s'excusant pour aujourd'hui, mais Sa Majesté a arrêté la jeune femme. La princesse voulait dire à la jeune fille de ne même pas penser à investir de l'argent dans le secteur des parfums dont parlait Lady Christina, car c'était une raison sans ambiguïté. La jeune femme ne comprenait pas pourquoi. Milady a indiqué que où peut-on réaliser de gros profits dans une entreprise qui n'a même pas encore ouvert ses portes? D'ailleurs, il n'y a aucune manifestation matérielle de cette entreprise, seulement la collecte de fonds. C'était une arnaque. À cela, la princesse a demandé à la jeune fille de prendre son temps, même si elle comprenait qu'il lui serait difficile de lui faire confiance. Cependant, elle a promis de tout compenser au cas où cela s'avérerait erroné. La jeune fille fut surprise. La jeune femme ne comprit pas pourquoi tout cela était arrivé à la princesse. Ce à quoi elle répondit seulement qu'elle l'informait parce qu'ils allaient bientôt devenir parents. La sœur cadette du duc a été très choquée par ce qu'elle a entendu. Blair lui a adressé un remerciement avare pour cela. La princesse, à son tour, demanda à la jeune femme d'en dire plus sur son frère la prochaine fois, en signe de gratitude pour ses conseils, car elle s'intéressait beaucoup à lui. La jeune fille lui a donné la parole qu'elle le dirait. À cela, la princesse conduisit la jeune fille à sa voiture et elle rentra chez elle. Pendant que Milady lui faisait ses adieux, une femme de ménage et un enquêteur se sont approchés d'elle pour vérifier si tout allait bien. Le jour où devait avoir lieu le premier bal, la robe qu'elle avait achetée a été envoyée au palais de la princesse. Quand tout le monde est venu vérifier, ils ont remarqué que la robe qu'elle avait commandée n'était pas arrivée. Au début, les amis pensaient avoir confondu quelque chose dans le magasin. Mais la princesse leur assura que cette robe était trop chère pour être confondue. Une lettre était incluse dans le paquet avec la robe, et Charlotte commença immédiatement à la lire. Martha était émerveillée par un tel cadeau du duc pour la princesse, mais elle était seulement indignée qu'il soit complètement différent lorsqu'il était seul avec elle. Vêtue d'une nouvelle robe, Milady a demandé à John de rester à proximité. Dans la lettre, le duc disait qu'il attendrait la princesse à 6 heures. Charlotte décida de venir plus tôt, mais elle n'eut pas à attendre longtemps, et Irénius arriva bientôt lui-même pour l'emmener au bal. Conduisant en calèche, le duc demanda soudain à la princesse son avis sur sa tenue. Comme toujours, la jeune fille a commencé à le combler de compliments, mais dans son esprit, elle se demandait pourquoi Adler se comportait si étrangement aujourd'hui. Dès leur arrivée, tout le monde remarqua immédiatement que le duc et la princesse étaient ensemble. La jeune fille comprit que c'était une excellente occasion de bavarder. Charlotte se sentait impuissante et espérait que le marié ne la laisserait pas tomber. Sur le chemin de la salle, elle fut accueillie par le marquis de Breguet et se tourna immédiatement vers le duc, car il n'aurait jamais pensé rencontrer une connaissance ici, car il apparaissait rarement à de tels événements. La dame n'a pas manqué non plus. Le garçon remarqua bientôt que c'était la première fois qu'il voyait la princesse dans une robe aussi modeste. Milady n'y prêta pas attention et répondit à sa manière. Le marquis essaya de décourager la jeune fille à cause de ses nouveaux goûts. Il a déclaré que s'il avait seulement su que l'empereur cherchait un époux pour sa fille, il aurait personnellement proposé sa candidature. La princesse sourit sournoisement, se sentant désolée pour le marquis parce qu'il était en retard. Le marquis réalisa qu'il n'avait pas réussi à mettre la princesse en colère, alors il décida de l'avaler. Il décida immédiatement d'emmener le duc avec lui pour discuter un peu. La princesse n'avait d'autre choix que d'accepter. Elle-même s'assit sur des chaises séparées et commença à regarder tout le monde, car elle comprit qu'aucun des invités ne la mettait dans quoi que ce soit. Elle a également remarqué que c'était son fiancé qui se démarquait le plus. Elle réalisa qu'elle n'avait pas sa place parmi eux tous et resserra sa robe. La jeune fille pensait que la Charlotte précédente devait s'habiller de manière si provocante, car personne ne lui prêtait attention. La dame s'est moquée d'elle-même, car elle n'était dans son nouveau corps que depuis quelques semaines, mais elle éprouvait déjà de la sympathie pour l'héroïne. Néanmoins, elle était même heureuse que personne ne fasse attention à elle, car elle avait des choses à faire. En marchant dans le couloir, elle heurta accidentellement l'archiduc et s'arrêta. Elle voulait lui dire bonjour, mais le gars lui lança simplement un regard dédaigneux et se tourna rapidement dans une autre direction.
La jeune fille savait que Killian n'avait pas peur de la famille impériale et n'a donc jamais évité l'occasion d'humilier publiquement la princesse, qui lui était alors très attachée. Il ne serait donc pas exagéré de dire que l'archiduc a joué le rôle le plus important dans le ridicule de la société à son égard. Elle souhaitait donc redonner à Charlotte sa dignité, du moins à ses yeux. Milady éleva la voix et dit à Killian que son comportement était inacceptable pour la princesse de cet empire. Le garçon s'est retourné et a demandé avec colère si la fille avait décidé de se soumettre aux menaces. Ce à quoi la princesse répondit que ce n'était qu'un avertissement, car la prochaine fois elle considérerait son comportement comme une insulte à la couronne. Elle termina ainsi, ne voulant pas perdre davantage de temps. Elle passa devant l'archiduc sans lui prêter davantage attention. Le garçon fut très surpris par ce comportement de la princesse, car il la voyait ainsi pour la première fois. Il ne voulait pas mettre fin à cette conversation si facilement. Cependant, la princesse n'avait plus rien à lui dire et dit qu'elle était fiancée au duc Adler. Donc, Killian n'avait aucun espoir qu'elle ait encore des sentiments pour lui. Sans aucune trace de conscience, elle quitta l'archiduc et se dirigea vers la pièce la plus éloignée de la résidence du comte de Mostyn, au 2e étage. Elle ouvrit la porte, mais remarqua que les chambres avaient déjà été soigneusement nettoyées. Grâce à un mot de John, elle a pu retrouver facilement cette pièce. Après avoir marché un peu plus loin, la jeune fille est soudainement tombée et a commencé à tousser fort, mais elle s'est souvenue qu'il s'agissait d'une réaction allergique. Elle devait sortir d'ici rapidement avant que ses allergies ne commencent à progresser, cria soudain une des servantes derrière elle. La jeune fille se retourna rapidement et commença à réfléchir rapidement à quoi répondre. Il était impossible de laisser savoir que Sa Majesté était impliquée dans l'enquête sur des meurtres en série. Cependant, la dame remarqua que la servante ne savait pas vraiment qu'elle était une princesse. Elle avait besoin de sortir de cette pièce sans éveiller les soupçons, alors la princesse s'est volontairement mise en colère contre la servante pour ne pas savoir qui était devant elle. La jeune fille baissa la tête d'un air coupable. Afin de savoir au moins quelque chose, Charlotte a précisé si c'était cette femme de ménage qui était chargée de nettoyer cette pièce et l'a accusée de ne pas bien faire son travail, car elle a immédiatement été envahie par l'urticaire. La femme de chambre faillit tomber sur ses pieds pour s'excuser, mais rapporta que les ruches étaient probablement sorties non pas à cause de la poussière dans la pièce, mais à cause des pêches qui poussaient à proximité. Le domestique a déclaré que l'ancien habitant des chambres aimait faire des expériences avec les pêches. On disait même qu'il y avait des peluches de pêche dans chaque crevasse, et les femmes de ménage se plaignaient de l'urticaire. Milady a pris note de cette découverte, même si elle ne savait pas encore si elle en aurait besoin, car jusqu'à présent, cela ressemblait à un détail sur l'une des victimes. Elle décida alors de ne plus retenir la servante. En quittant la pièce et en retournant dans le couloir, la princesse n'arrêtait pas de penser aux pêches et à la façon dont elle pouvait se rapporter au meurtrier, jusqu'à ce qu'elle entende soudain une conversation dans l'une des pièces et s'arrête pour écouter. Elle se dirigea vers la porte et écouta un peu, mais revint immédiatement, se rendant compte que ce n'était pas ses affaires, mais lorsqu'elle entendit que c'était Lady Blair, la sœur cadette du duc, Charlotte s'arrêta brusquement. Les autres dames discutèrent de la situation de la jeune femme, l'accusant de les avoir trahis. La princesse a compris que tout cela était arrivé à cause d'elle et voulait d'une manière ou d'une autre éviter de futurs problèmes. Milady entra rapidement dans la pièce et vit un groupe de dames entourant quelqu'un. Elle a rapidement demandé quel était le problème et les filles se sont immédiatement séparées, révélant la princesse Lady Blair en larmes. À la question de la princesse, l'une des filles a répondu sèchement qu'il ne s'agissait pas de la princesse, mais Charlotte n'était pas perdue et a informé que Lady Blair deviendrait bientôt sa parente. Elle n'allait donc pas reculer. Lady Christina rit de cela et jeta un coup d'œil furtif à la dame confuse et dit seulement que toutes les princesses n'étaient pas aussi fortes, se moquant du fait que ces deux-là seraient bientôt liées. Cependant, cette fois aussi, la princesse n'était pas perdue, sachant que le reste des filles commençaient à harceler Lady Blair pour ne pas s'abaisser à leur niveau et ne pas perdre d'argent à cause du chantage, les traitant de connards. Les filles ont été indignées que la princesse ait osé les insulter et l'a averti qu'elle dépassait les limites, ce sur quoi Charlotte a également attiré leur attention, car elle déversait leur colère sur un enfant innocent. Cependant, les dames n'ont pas considéré cela comme une manifestation de colère, car la jeune femme leur avait promis qu'elle s'investirait avec elle dans cette affaire, mais il s'est avéré que c'était l'inverse. Finalement,
Blair a annoncé haut et fort qu'elle avait promis d'y réfléchir. Cependant, les autres filles n'étaient pas surprises par ces excuses. Ils commencèrent seulement à semer à nouveau ce que la demoiselle avait appris de celui qui changeait les hommes comme des gants. Mais cette fois, la dame a plié le bâton et la princesse a demandé avec colère si elle pouvait répondre de ses paroles, sinon cela serait considéré comme une insulte à la couronne. Mais la jeune fille a lancé un regard innocent. Elle a commencé à assurer qu'elle n'avait offensé personne, car elle n'avait prononcé le nom de personne. La dame en rit, réalisant que la princesse était offensée par ses paroles. Son rire était soutenu par les autres filles. Charlotte releva la tête. La princesse a déclaré qu'il était possible d'être puni pour manque de respect uniquement par des moyens légaux, ce à quoi le coupable a montré qu'elle n'avait pas peur. Milady se mit à table, prit une bouteille de vin et se balança. Toutes les filles furent immédiatement comme emportées par le vent lorsqu'elles pensèrent que la princesse était devenue folle. Après cela, Milady s'est tournée vers Lady Blair et lui a dit qu'elle n'avait l'intention de frapper personne, qu'elle voulait seulement lui faire peur, et elle a réussi. La jeune femme a remercié la princesse pour son aide et aussi pour lui avoir donné de bons conseils pour protéger son argent, car l'affaire s'est réellement avérée être une fraude dont le propriétaire était un simple débiteur. Charlotte rougit un peu et dit que cela n'en valait pas la peine. Soudain, elle lâcha la bouteille de vin qu'elle tenait dans ses mains. La dame s'est immédiatement précipitée vers la princesse lorsqu'Adler a fait irruption dans la pièce. Irénius se précipita immédiatement vers eux, remarquant une bouteille de vin cassée. La sœur cadette s'est immédiatement approchée de lui, essayant de lui expliquer que la princesse ne voulait pas lui faire de mal. Le duc a déclaré avoir vu les dames avec lesquelles sa sœur était amie courir hors de la pièce et avoir également entendu le bruit du verre brisé. La princesse a compris la situation, alors elle a essayé de tout expliquer. Cependant, le duc ne voulait pas écouter la jeune fille, s'attendant à ce qu'elle lui mente à nouveau, et ne voulait pas croire ses paroles, car il voyait lui-même l'état de la pièce. La dame a essayé de s'expliquer à nouveau, mais le duc ne la laissait même pas dire un mot. Le coup final qu'elle reçut fut ses paroles, selon lesquelles il croyait que quelque chose avait commencé à changer en elle, mais maintenant, il était sûr que les gens ne changeaient pas si vite. La princesse expira lourdement, essayant de contrôler ses émotions. En regardant le duc, elle remarqua que tout on lui disait désormais qu'il ne la croirait pas à moins qu'elle ne le dise. Je n'essaierai même pas. Elle comprit que si elle n'avait plus rien à dire, elle n'écouterait toujours pas. Alors, sans prononcer un mot, la princesse quitta la pièce, laissant ses proches seuls. Lady Blair a tenté de contacter son frère. Charlotte sortit dans la fraîcheur de la nuit, les larmes aux yeux. Elle voulait seulement aider, mais elle ne l'a pas non plus pris correctement. Peut-être que la raison pour laquelle le duc l'avait tuée était simplement la haine. Elle descendit les escaliers avec une vision floue, mais ne distingua même pas la route. John l'attendait déjà à la sortie, qui fut surpris que madame revienne si tôt et lui demanda comment s'était passé le bal. D'un air nonchalant, la princesse l'informa qu'elle n'avait pas dansé, ce à quoi Watson se contenta de hausser les épaules. L'enquêteur remarqua que Milady revenait sans l'escorte du duc, alors il lui dit d'attendre jusqu'à ce qu'il conduise la voiture. Charlotte répondit avec indignation qu'il valait mieux qu'ils partent ensemble, et le garçon se souvint que la princesse avait peur du noir et accepta de revenir ensemble afin de ne pas la sauver du lapin la prochaine fois. Milady s'est de nouveau indignée et a demandé d'arrêter de se moquer. L'enquêteur rit encore un peu, puis proposa à la dame de la porter si elle était fatiguée. Elle rougit, mais accepta. La princesse pensait que cela pourrait être difficile pour l'inquisiteur, mais il lui assura que Milady était encore plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Pendant qu'il la portait à la voiture, le duc sortit par l'escalier et les vit ensemble. Charlotte lui lança un regard, mais reçut une réponse froide. Elle n'était plus surprise par rien, alors elle n'y prêta aucune attention. John parla, détournant son attention de lui. Le garçon a dit que la robe qu'ils avaient choisie ensemble lui allait beaucoup mieux. La princesse n'avait jamais entendu de compliments de sa part. Elle était donc ravie d'entendre ces mots. Elle sourit avec reconnaissance. Plusieurs jours se sont écoulés après le bal désagréable. Et pendant tous ces jours, madame n'a pas écrit une seule lettre au duc. La même chose s'est produite aujourd'hui, ce qui a surpris Martha et a même commencé à s'inquiéter pour sa dame. Soudain, Watson, inquiet,
fit irruption dans la pièce. L'enquêteur était très étouffé, car pendant tout ce temps, il courait tête baissée vers la princesse. La servante a réprimandé le garçon pour indécence, mais il l'a ignoré. Charlotte a répondu calmement qu'elle n'avait aucun projet et qu'elle n'avait donc pas besoin de sécurité aujourd'hui. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle l'enquêteur était venu. S'étant un peu calmé, il annonça que la victime avait été retrouvée à l'aube. Et il a également dit que la princesse connaissait très probablement cette personne. Milady se couvrit la bouche, sous le choc, essayant de contenir ses émotions, car la 5e victime était le commandant de Cortina, le marquis de Breguet. La famille Adler se distinguait par sa richesse et sa position dans l'Empire. Le fils aîné s'appelait Irénius, en abrégé Rénius. Il a hérité des meilleurs gènes de ses parents idéaux et est devenu un époux désirable. Pourtant, le jeune homme a connu le malheur très tôt dans sa vie. Il n'était intéressé par aucune relation et a ordonné que toutes les lettres contenant des propositions de mariage soient brûlées. Mais seule la mère, gravement malade, a demandé de ne pas le faire. Un médecin était toujours avec elle, mais elle lui a demandé de la laisser seule avec son fils. La femme lui a dit qu'elle était très inquiète que son fils n'ait toujours pas trouvé une petite amie digne de lui. Cependant, cela ne dérangeait pas le jeune homme pour le moment, car pour lui, la santé de sa mère passait en premier et le mariage en second lieu, mais la mère aimerait toujours voir sa belle-fille avant sa mort. Irénius tomba désespéré devant le lit de sa mère, la suppliant de ne pas parler de telles choses. Il était sûr que sa mère irait bientôt mieux, mais ni ses souhaits ni ceux de sa mère ne se sont réalisés. Dès le décès de la duchesse, les enfants, qui se trouvaient encore près de la tombe de leur mère, furent présentés à leur nouvelle mère, que le duc rencontra une fois alors qu'il était encore en service à Cortina. Cela a mis le garçon très en colère. Il était plus que sûr que son père avait rencontré cette femme alors que sa mère était encore en bonne santé. Tout était en feu à cause de ça. Et c'est ainsi qu'à cause de la mort de sa mère et du déshonneur de son père, son cœur se figea. Quelques années plus tard, son père décède également. Après cela, la vie de Rénicus a pris fin, et le chapitre du duc Adler a commencé, qui n'était enveloppé que de ténèbres. Cependant, un jour l'empereur se tourna vers lui. Sa Majesté a proposé qu'il se marie, et le garçon n'a eu d'autre choix que d'accepter. Il ne pouvait pas aller à l'encontre de la volonté de l'empereur, même s'il n'aimait pas beaucoup son épouse. C'est pourquoi il ne voit aucune raison pour qu'il se voie jusqu'au mariage lui-même. Pour lui, ce mariage n'était qu'une question de commodité, car il ne se mariait que pour préserver ses droits de propriété minière. Cependant, de manière inattendue pour lui, la jeune fille a avoué qu'elle était tombée amoureuse au premier regard. Il était catégorique à ce sujet, car le mariage lui-même lui était odieux et elle souhaitait également une sorte de relation. Le gars était en colère à cause de cela, car sans les mines, il l'aurait refusé. Cependant, plus leur rencontre avec l'ennuyeuse princesse avançait, plus elle semblait tomber amoureuse de lui. Tous les compliments qu'elle lui a dits ont encore commencé à faire une forte impression, mais surtout, cela lui est tombé dans le cœur lorsque la dame a commencé à louer chaque détail de son apparence. Il n'arrêtait pas de se regarder dans le miroir, et commença vraiment à croire que c'était ainsi que la princesse le voyait. Et il commença même à remarquer en lui les descriptions qu'elle lui racontait. Il a décidé de dire merci. Sans quitter le miroir des yeux un instant, le duc demanda au majordome si ceux qu'il demandait étaient prêts. Le domestique a confirmé et a déclaré qu'il avait acheté des billets en classe premium pour un spectacle que les demoiselles adoraient. Lors du spectacle, lorsque la princesse l'a complimenté, le garçon n'a pas montré son indifférence, mais a simplement essayé de cacher son visage, rougi par ses paroles. Irénius croyait à tort que s'il s'agissait de billets en classe premium, la fille aurait dû aimer le spectacle, mais cela s'est avéré dans l'autre sens et elle s'est endormie. C'était une femme sans la moindre étiquette ni retenue. Le gars s'est même un peu mis en colère contre cela, et s'est promis qu'après cette chanson, il lui enlèverait la tête vide de son épaule. Cependant, chanson après chanson suivirent, et le duc ne put se résoudre à faire ce qu'il avait promis. Après tout, pensa-t-il, il n'était pas un étranger à cette princesse, mais après tout à son fiancé, donc il ne pouvait guère enfreindre les règles de chasteté. De plus, il s'est rendu compte qu'elle ne dormait pas à cause de lui. Après cela, chaque jour jusqu'au bal des débutantes de Lady Mostyn a été un désastre pour le duc.
Il n'arrivait pas à se sortir de la tête le clin d'œil que la princesse lui avait fait lors du petit déjeuner social. Il ne pouvait pas oublier tous les compliments qu'elle lui faisait. Parfois, le duc les répétait comme un mantra, et au bout d'un moment, il devint même accro aux éloges de la princesse en relisant les lettres. Tout d'un coup, les lettres devinrent de plus en plus franches et audacieuses. Un jour, un majordome est venu le voir pour lui poser des questions sur le premier bal de la fille d'Earl Moston, sachant que, très probablement, le monsieur n'irait pas. Comme prévu, le duc voulut d'abord refuser. Mais une lettre tomba entre ses mains, après quoi Adler changea d'avis en un instant, ce qui surprit grandement le serviteur, ce qui le fit remettre en question. Le duc pensait que la princesse voudrait certainement aller au bal avec lui en couple. En un instant, le garçon décida de demander au domestique ce que cela pourrait signifier si la fille écrivait qu'elle voulait être seule avec lui. Le majordome réfléchit un moment, mais répondit finalement que dans ce cas, la dame laissait entendre qu'elle aimerait une sorte de réunion secrète. Mais Alfred ne comprenait pas pourquoi le duc posait cette question. Adler a répondu que c'était pour un ami. Après cela, Irénius a décidé de poser une question qui le troublait et lui a demandé ce que cela signifiait lorsque la jeune fille disait que son cœur était en feu. Le majordome fronça les sourcils et dit seulement au duc d'être prêt. Après cela, il a laissé Alfred partir. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux mots que la princesse lui écrivait dans ses lettres. Il ne pouvait même pas se concentrer sur ses affaires. Alors il a décidé de la rencontrer. Il était déterminé à la refuser si elle préparait vraiment quelque chose d'indécent, mais il n'était pas préparé au fait que la princesse le dissuadait quelque peu d'assister au bal des débutantes. Le duc ne pouvait pas comprendre pourquoi la dame avait changé d'avis si rapidement, car il était sûr qu'elle l'aimait bien. Ce à quoi la princesse répondit qu'elle ne voulait pas le forcer à faire quelque chose qu'il ne voulait pas. Cette excuse l'a surpris et il ne croyait pas qu'elle ne voulait pas lui imposer un fardeau simplement parce qu'il n'aimait pas de telles actions. Alors il lui a dit que cela pourrait nuire à sa réputation. Après cela, il s'est rendu compte qu'il devait désormais être plus décisif dans de telles questions. Après cela, la princesse l'a interrogé sur la robe avec un décolleté, qui a complètement déséquilibré le garçon. Déjà dans sa résidence, il confronta Alfred au fait qu'elle devait acheter une robe pour la princesse, ce qui surprit le majordome, mais le duc n'en fut pas gêné, car elle était son épouse. De plus, il lui restait encore très peu de temps avant que ses droits sur les mines ne soient étendus. Il pensait donc qu'avec ce cadeau, il pourrait prouver sa loyauté envers la couronne. Dvoretsky a écouté et a promis de s'occuper de tout. Cependant, avant cela, le duc ordonna à un serviteur de lui montrer tous les modèles de robes. Le garçon ne pouvait pas admettre au domestique qu'il s'inquiétait du décolleté dont parlait la dame. C'était difficile de choisir. Finalement, Irénius décida de visiter la ville et d'entrer dans un salon, dans l'espoir d'y trouver ce qu'il lui fallait. Dès qu'il s'est approché du magasin, une robe élégante a immédiatement attiré son attention. Alfred remarqua comment les yeux du duc s'illuminèrent, et le monsieur se rendit immédiatement directement au magasin. Mais dans le salon, la couturière l'informa que cette robe avait déjà été promise à une autre dame. Pan n'a pas abandonné. Il a dit qu'il était prêt à l'acheter immédiatement. Mais la vendeuse n'a toujours pas cédé. Puis le duc s'est même un peu mis en colère, faisant remarquer à la femme qu'elle avait dû oublier qui était devant elle maintenant. La femme commença même à reculer, remarquant la colère du duc, mais il dit soudain qu'il était prêt à payer 3 fois plus pour cette robe et qu'il paierait la même chose pour qu'elle tienne un peu plus longtemps. La vendeuse rayonnait. Le duc avait décidé de présenter cette robe à la princesse lors d'un petit déjeuner social, mais c'est à ce moment-là que survinrent les problèmes d'empoisonnement, à cause desquels le palais fut fermé pendant un certain temps, et il ne put la rencontrer. Il a été très surpris que Charlotte soit devenue la principale personne à dénoncer l'agresseur. Mais surtout, le fait qu'elle le cherchait dans cette confusion la rendait fière. Le jour du bal, lorsque la princesse portait la robe qu'il lui avait offerte, il ne put s'empêcher de remarquer qu'il aimait le fait que la robe n'ait rien de superflu. Mais il remarqua que la dame attirait trop. Attention, dans la salle, lorsqu'ils rencontrèrent le marquis de Breguet, le duc n'était pas très content de le rencontrer, car même depuis l'académie, il rivalisait avec lui en toutes circonstances. Irénius n'aimait pas sa fausse gentillesse. Lorsque le marquis annonça qu'il aimerait emmener le duc pendant un moment, le garçon lui-même espérait que la princesse ne permettrait pas que cela se produise, mais elle n'y était pas du tout opposée, ce qui le surprit beaucoup.
Devant le reste des invités de marque, le marquis commença à se vanter d'avoir réussi à éloigner le duc de cette vilaine princesse. Le reste des dames et messieurs ont également commencé à se moquer de sa majesté. Toutes ces discussions commencèrent à agacer le duc, mais soudain il entendit comment l'une des dames commençait à dire à voix basse que la robe dans laquelle la princesse venait avait été prise par elle aux filles du vicomte Whittaker. La dame elle-même, à qui cette robe particulière avait été prise, commença à paraître offensée. La jeune fille voulait paraître innocente et pauvre aux yeux des autres, et tout le monde la soutenait encore plus, dédaignant la princesse elle-même. La dame a commencé à dire qu'elle avait réservé cette robe à l'avance, mais la princesse est venue au salon et a commencé à la réclamer pour elle-même. Donc à la fin, elle a dû la donner. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont entendu. Cependant, cette histoire n'a pas surpris le duc, et il a demandé par qui Lady Whittaker avait entendu parler de cette robe. La jeune fille a répondu qu'elle était elle-même dans ces magasins et qu'il serait lui-même surpris en le voyant. Le duc n'en croyait pas un seul mot et demanda à la dame si ses paroles étaient vraies. Son ton colérique la surprit un peu, mais elle commença néanmoins à confirmer tranquillement la véracité de son histoire. Lorsqu'il réalisa que la fille du vicomte continuerait à tenir bon, il annonça publiquement qu'il avait acheté cette robe. La jeune fille resta bouche bée de surprise, ce que le duc répéta encore. Après cela, il a déclaré qu'à ce moment-là, il n'avait pas vu que la dame était présente dans le magasin. Tout le monde autour a ouvert la bouche à ceux qu'ils ont entendus, et la dame a immédiatement commencé à chercher négligemment des excuses. Elle commença à parler, qu'avant cela, elle ne s'était probablement pas exprimée correctement, et avait dit qu'elle avait entendu tout cela du commerçant. Mais le duc a dit que la femme ne pouvait pas savoir pour qui exactement cette robe avait été achetée. En fin de compte, la jeune fille n'avait plus rien à dire et réalisa que tous ces témoignages n'avaient aucun sens. Le duc, à son tour, a déclaré que la dame avait un talent pour inventer une histoire avec la robe que portait la princesse. Cependant, Whittaker ne voulait pas paraître si simple et a déclaré que de toute façon, elle était la victime de cette situation, car à cause de la princesse, elle ne pouvait pas porter cette robe, mais le duc connaissait un détail supplémentaire. Il savait que la dame avait été payée pour garder cette robe exprès, donc si elle voulait mentir, elle devait le faire plus honnêtement. La dame finit par se taire. Irénius a maintenant averti tout le monde qu'il ne diffuserait pas de fausses informations sur son épouse. Après ces paroles, le silence régna et le marquis s'empressa de désamorcer la situation en disant que la dame avait tort. Breguet a également déclaré que de telles histoires n'étaient pas sans fondement, car tout le monde savait que presque chaque mot de la princesse était un mensonge. Ce à quoi le duc a déclaré que ce n'était pas à lui de juger les autres, car lui-même était engagé dans de sales affaires. Ces paroles ont profondément affecté le marquis, mais il n'a pas été possible de poursuivre la conversation, car quelqu'un de la foule a annoncé l'arrivée de l'archiduc Kilian, et tout le monde s'est immédiatement précipité à sa rencontre. Le duc est resté. Il ne restait plus que des hommes, et l'un d'entre eux proposa de lever son verre. Soudain, le marquis entama une conversation selon laquelle l'archiduc était trop naïf, car il pouvait simplement profiter de la fille qui lui était si attachée. Tout le monde comprit qu'il s'agissait de la princesse, mais le marquis ne s'arrêta pas et continua que Kilian avait seulement refusé la dame et n'avait même pas mis le doigt sur elle, même si qui savait ce qui s'était passé entre eux. Après avoir supposé que l'archiduc pouvait déjà s'amuser en secret avec son prétendant, il y eut un bruit de verre brisé. Le marquis regarda le duc, croisant son regard meurtrier et presque fou. Tout le monde fut surpris de la réaction du duc. Irénius essuya sa main avec le champagne et jeta un mouchoir aux pieds du marquis, le défiant en duel pour qu'il réponde de ses paroles. Sur ce, le garçon les quitta. Il était dégoûté d'être avec des gens qui parlaient si mal de la princesse et de l'archiduc, mais sans elle, il ne voudrait pas du tout visiter cet endroit. Cependant, il les remarqua soudain ensemble. Il fit attention au fait qu'ils parlaient de quelque chose, mais ne voulut pas les interrompre et alla se retirer sur le balcon. Le duc commença à penser que la raison pour laquelle la dame ne voulait pas aller au bal avec lui était à cause de Kilian. Il fut troublé par l'idée que peut-être le marquis avait raison et que les paroles de la princesse n'étaient pas vraies. Alors il commença à douter de ses aveux, mais soudain il entendit la voix des dames effrayées derrière lui.
Les filles n'arrêtaient pas de crier que la princesse était devenue folle, et le duc, alarmé, courut vers la pièce d'où elles s'enfuirent. Il vit une photo de Charlotte debout avec sa sœur, une bouteille de vin cassée posée à côté d'elle. Après cela, il ne pouvait plus contenir sa colère et ne comprenait pas ce qui se passait, et des mots insultants volèrent en direction de la princesse, après quoi elle quitta silencieusement la pièce. Lorsque sa colère s'est calmée, sa sœur a commencé à se mettre en colère. La jeune femme a commencé à accuser son frère d'un tel comportement envers la princesse, car elle ne le méritait pas du tout, mais l'a plutôt sauvée, et la bouteille s'est cassée par accident. Le duc resta bouche bée face à ces paroles. Il a demandé pourquoi la sœur n'en parlait que maintenant, mais elle, les larmes aux yeux, a dit que le frère n'avait pas permis qu'un mot soit inséré, déversant du négatif sur madame. Désormais, elle ne pourra plus la regarder dans les yeux. Il courut tête baissée après la princesse pour s'excuser de ses paroles, mais dès qu'il sortit, il s'arrêta lorsqu'il vit qu'un inconnu s'était déjà approché de la dame et la portait dans ses bras jusqu'à la voiture. Il était sans voix et voulait juste s'excuser pour son acte, mais la dernière chose que le duc vit fut le regard presque indifférent et quelque peu indulgent de la princesse. Il est donc resté seul. Plusieurs jours se sont écoulés depuis le dernier événement, mais depuis lors, les lettres de la princesse n'arrivent plus. Le duc en fut très troublé, mais il se souvint encore des paroles de sa sœur qui lui avait crié dessus. Blair l'accusait d'être cruel envers la princesse, il n'était donc pas étonnant qu'elle l'évite. Irénius esquissa un sourire avare, car il voulait se voir seulement au mariage. Il se fit croire qu'il ne se souciait pas de ces lettres et de leur absence, jusqu'à ce que soudain Alfred fasse irruption dans le bureau et annonce qu'une lettre était arrivée de Charlotte. Le duc releva aussitôt la tête. La lettre indiquait que la princesse était soupçonnée et qu'elle était actuellement enfermée. En entendant cela, le duc frémit. Il était sans voix pour dire quelque chose. Il s'est levé et a quitté le bureau. Quelques heures avant que le duc ne quitte le bureau en courant, la princesse et l'enquêteur étaient en train de régler les détails de ces crimes. Le tueur a décidé de se montrer à nouveau 10 semaines seulement après le dernier meurtre. John a rapporté que, comme dans les CA précédents, la victime avait été étranglée. La police chargée de l'enquête a donc supposé qu'il s'agissait d'un meurtre en série. La princesse a clarifié les détails du criminel. Watson a répondu que tout était comme il l'avait deviné, et plus précisément que le tueur mesurait au moins 180 cm. Et en plus, il devait être égal au marquis en force, sinon plus fort. Lady se força à se concentrer. Milady a immédiatement demandé où le corps avait été retrouvé. L'enquêteur a répondu que c'était à Norwood Lane. Il connaissait également cette rue par ouï-dire, car il y a grandi. Il savait donc que ce n'était pas un endroit où les aristocrates pouvaient se promener. La princesse savait aussi déjà que cette rue était celle de Khrouchtchev, qui regorgeait de criminels et de sans-abri, qui était l'ombre de l'empire idéal. Après cela, Charlotte a précisé où se trouvait maintenant le corps. Milady a demandé à l'enquêteur s'il aurait l'air étrange, si elle va personnellement examiner le corps. John en fut surpris, mais la dame insista parce qu'elle pensait qu'il pourrait y avoir d'autres preuves sur le corps. Le gars a immédiatement dit que son intérêt pouvait vraiment éveiller les soupçons. D'ailleurs, même lui-même ne comprenait pas pourquoi la princesse s'intéressait toujours à cette affaire. Elle a demandé de ne pas poser de questions à ce sujet. Soudain, elle a demandé si les enquêteurs avaient leur propre cellule de prison. CE, à quoi Watson a hoché la tête affirmativement, mais n'a pas compris pourquoi Charlotte en avait besoin. La jeune fille ne répondit pas immédiatement, souriant secrètement. Enfilant une perruque et portant une robe ordinaire d'un roturier, la princesse a demandé à l'enquêteur si personne ne la reconnaissait maintenant. Il a répondu que personne n'aurait pensé qu'une dame marcherait dans cette ruelle. Ensuite, il y avait le plan lui-même, dans lequel la princesse allait définitivement être envoyée en prison. Alors elle a dit à John de rester proche à tout moment et de les suivre immédiatement dès qu'elle était attrapée. La princesse faillit vider une bouteille entière de vin d'un seul coup, ce qui la rendit aussitôt ivre. En une demi-heure, la dame était déjà au commissariat où elle a été arrêtée pour hooliganisme ivre. La princesse connaissait bien les lois de l'Empire, car elle les avait récemment étudiées à fond. Elle savait donc que pour un tel hooliganisme, une personne était mise sous surveillance. Il sera facile de se sortir d'une telle arrestation moyennant une petite caution. De plus,
Il s'agissait du plus petit crime, donc l'information ne devait absolument pas parvenir à l'empereur. Pour mettre un peu d'huile sur le feu, la princesse a décidé d'en faire des histoires. Le policier a commencé à gronder le jeune ivrogne. L'homme l'a prévenu que si elle continuait dans cet esprit, cela pourrait mal finir, car un meurtre avait été commis aujourd'hui. La jeune fille a fait semblant de ne pas comprendre ce qui se disait. Le policier a admis que le corps de la victime se trouvait maintenant dans la pièce à côté d'eux, et la jeune fille a souri de satisfaction après avoir appris les informations nécessaires, mais il fallait maintenant s'y rendre. Charlotte s'est précipitée vers les bars et a commencé à demander au policier de la laisser aller aux toilettes. L'homme n'a pas cédé et elle a menacé de le faire directement dans la cellule dont il serait responsable. Elle espérait que cela fonctionnerait, mais le policier n'a réagi d'aucune façon et a simplement ordonné d'être patient. La jeune fille a commencé à crier que l'homme ne savait pas qui était devant lui parce que la dame était comme une escorte. Après cela, la jeune fille a commencé à relever sa jupe pour prouver qu'elle pouvait aller aux toilettes directement dans la cellule. Le policier a finalement abandonné et a ordonné l'ouverture de la cellule. Alors qu'elle marchait dans le couloir, la dame remarqua une morgue. Le policier l'a emmenée aux toilettes et lui a immédiatement dit qu'il devait terminer quelque chose concernant l'enquête. Il a donc dit à la jeune fille de terminer rapidement les choses et de retourner sur place. Elle a immédiatement accepté. Lorsque le policier a disparu derrière la porte du bureau, la jeune fille a immédiatement couru à la morgue et est entrée. Un corps recouvert d'un drap gisait sur la table et elle alla examiner le marquis mort. En regardant le corps de plus près, elle remarqua que la couleur de la peau était d'une pâleur mortelle et que cela ne ressemblait pas à un étranglement, car elle ne voyait aucune autre marque. Je ne pouvais pas y croire, que le marquis ne s'est défendu en aucune façon. Cependant, des marques rougeâtres étaient clairement visibles sur d'autres parties du corps. Après avoir réfléchi un peu, Charlotte a conclu qu'il s'agissait d'une réaction à un empoisonnement et que la marque d'étranglement avait été laissée volontairement. De retour dans la cellule du couloir, elle a accidentellement croisé un enquêteur portant une boîte. Le garçon lui a montré qu'il s'agissait de preuves matérielles, à savoir les cordes utilisées pour étrangler les victimes. Le policier a encore une fois souligné que c'était précisément à cause de ce crime qu'il n'avait pas le temps de jouer avec des gens comme elle, et il lui a donc demandé de retourner dans la cellule. John est venu la chercher à la prison. Cependant, il s'est avéré qu'il ne pourrait pas être son confident, car la situation avec lui s'est avérée différente, car l'enquêteur lui-même était sous surveillance jusqu'à récemment. Charlotte faillit crier de désespoir. Watson lui a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre à qui on pourrait demander de la libérer, mais la jeune fille n'en avait pas. De plus, si le palais découvre cet incident, elle pourrait être privée de son salaire. La princesse a demandé à l'enquêteur d'envoyer une lettre au duc Adler en son nom. Quelques heures plus tard, Irénius était sur place. Il avait l'air quelque peu insouciant, mais il se demandait ce qui était arrivé à la dame. Après avoir examiné Charlotte, il remarqua qu'elle portait même une perruque. Ce à quoi la dame répondit calmement que parfois les filles voulaient faire des histoires. Elle lui a demandé de la libérer et de ne pas parler de son statut. Les policiers étaient très heureux de voir le duc. Pendant que le garçon triait les documents, la jeune fille se disait que devant eux se trouvait le même criminel que tout le monde recherchait avec tant de diligence. À son avis, il s'agissait d'une situation très étrange, car l'enquête sur le meurtre battait son plein et la fiancée du meurtrier était détenue au commissariat, et il était venu en tant que personne de confiance.